Fondamentale dans ce débat-là, c'est la question de la diabolisation et de l'UPC, de son leader principal, et le négationnisme de ce qu'il a fait de bien et de fondamental pour le pays. On ne peut pas accepter que les gens proposent la question sur les origines juives de Hitler, ni qu'on dise du mal du général de Gaulle, ou de Mao Tse-tung en Chine, ou de Nelson Mandela en Afrique du Sud, encore moins Thomas Sankara en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas accepter ça. Ce que l'on va dire par rapport à cela, c'est que c'est ça qui est fondamental. L'UPC n'a jamais été un parti violent à l'origine, à sa mise en place, à sa conception. Et pendant ces premières années, on va dire 7-8 ans, l'UPC n'a dans la violence que dans l'année 55, qui, après des événements sérieux, qui furent l'exécution de 120 000 Camerounais par les colons au mois de mai, l'interdiction de l'UPC un mois après, et la condamnation avec mandat d'arrêt à l'audience d'un juge au tribunal de Douala. C'est comme ça que l'UPC recule dans un maquis qui est d'ailleurs pacifique pendant plus d'un an. Et ce n'est que le 2 décembre 1956 que l'UPC décide de créer la branche armée. C'est ça qui est historiquement vrai. Le vrai débat, c'est que ceux qui entretiennent le contraire et qui sont des pions du néocolonialisme plus ou moins volontaires dans notre pays viennent de démentir ce que je dis. Et s'ils ne peuvent pas le démentir, eh bien, ils doivent faire l'inverse. Et je dis bien tous, c'est eux qui doivent demander les excuses au peuple camerounais. Parce que mon petit dérapage ne peut pas être comparé à 120 000 morts que la colonisation a exécuté pour des gens qui étaient paisibles, qui défilaient de façon paisible pour revendiquer les droits des travailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la seule raison pour laquelle je demande des excuses pour ça et pour promettre des efforts pour que nos enfants se comportent bien entre eux. Parce que nous aurons beaucoup de problèmes d'avenir. Nous allons faire le bilan sur les dégâts du néocolonialisme et de son système au Cameroun et en Afrique. Alors, je reviens sur les faits. Les faits, c'est que un panéliste dit 2 mensonges coloniaux graves. Le premier, c'est que l'UPC était un parti violent intrinsèquement. Et le deuxième, c'est que Oumyobel était un homme violent intrinsèquement. Pendant que j'essaie de lui répondre, le journaliste même me prend par derrière pour me demander si Oumyobel était enceinte. Je suis donc dans un étau. Et dans un étau, je vous assure qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir que d'être violent. Mais je ne conseille pas ça. Je dis de faire les efforts pour s'en sortir. Et là, on est dans l'étau du néocolonialisme se referme donc sur moi. Et puis je me défends. Et la question de fond est celle-là. Est-ce que ces deux journalistes, le journaliste qui fait 2 mensonges coloniaux, qu'il entretient, était violent, l'UPC était violent à l'origine? La question importante ici, c'est que c'est faux. Et je défie. Et nous, on a fait la paix. Ils ont presque reconnu que c'était faux. Je dois le dire ici, à 2 qui ont relayé, ils sont les chefs de file, c'est-à-dire François Picoro et Luther André Meka. Je les défie de me prouver le contraire. Ils sont tous les journalistes, docteurs en communication. On nous organise un plateau ou bien on va sur les écrits. Ils me prouvent que ce que je dis est faux. C'est-à-dire que l'UPC n'a jamais été un parti violent à l'origine, qu'il fut acculé à la clandestinité et contraint à la réaction violente. C'est comme ça qu'il devient violent. L'UPC n'est pas violent avant le 2 décembre 1956. Merci de vous poser une question très importante, extrêmement importante. Parce que pendant des décennies, nous avons pensé que, connaissant le programme de construction du Cameroun que l'UPC avait édité pendant la décennie 50, qu'il suffisait de le connaître et d'être au pouvoir pour pouvoir l'appliquer avec succès. Et bien 50 ans après, on se rend compte que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui manque à ces gens? Tout le monde a essayé d'appliquer le programme de l'UPC. Le problème, c'est qu'avant de l'appliquer, il faut avoir l'esprit de l'UPC. Et l'esprit de l'UPC
est celui de la suprématie du pays, qui est la valeur superlative sur toutes les valeurs. On ne peut pas servir ses intérêts personnels en priorité et construire un pays. Pas véritablement en crier, c'est que nous devons faire tous un grand travail de transformation personnelle pour transformer l'esprit de notre société, de nos leaders, de nos constructeurs, de nos guides, vers un esprit de nationalisme qui privilégie l'intérêt général. C'est ça qui est fondamental. Et je pense que ça demande moins de 5 leaders sérieux. Et ils vont tirer les masses, parce qu'on va les poser. Que les gens apprennent à faire des sacrifices pour le pays. Un pays, pour se construire, a 2 grands piliers. Une bonne administration politique, où les gens privilégient le service public. Un bon secteur privé, c'est les constructeurs. Dans les 2 cas, on a besoin d'être nationaliste. On ne veut pas un industriel qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de projets, et qui nous apporte en priorité des produits des industries de cigarettes ou d'alcool à 50 degrés, à 90 degrés. On veut un industriel qui nous construit des usines qui produisent des produits qui ne détruisent pas la société. De même, on veut un gouvernant qui respecte la fortune publique et qui travaille pour privilégier la construction de son État tout en se limitant aux avantages qui sont toujours liés à chaque fonction. Non pas qui vient s'enrichir sur la fonction. Donc on a besoin de nationalisme de tous les côtés. C'est faux de penser que le nationalisme c'est seulement pour les fonctions publiques. Non, les fonctions publiques, les fonctions intermédiaires, les fonctions mixtes et les fonctions privées. Vous avez choisi d'être les nôtres, et bien cliquez sur abonner et partager.